Dernier type de mouvement qu'on explore dans le chapitre sur le mouvement en une dimension, c'est la chute libre. La chute libre, c'est un mouvement vertical, donc il va se passer sur l'axe des Y. Et dans la chute libre, on va parler d'un MRUA, mais vertical. Donc, ça va être un MRUA. Donc, un mouvement rectiligne uniformément accéléré, comme on l'a vu précédemment en classe. Cependant, celui-ci, il va être vertical. Donc, comme dans tous les MRUA, la vitesse est non constante et ça va être sa grandeur et son orientation qui vont pouvoir varier. Donc, la grandeur, je vous rappelle que c'est la valeur numérique et l'orientation, c'est la direction de la vitesse. Gauche, droite, en haut, en bas, nord, sud, est, ouest, plus, moins. Donc, il y a différentes façons de l'exprimer. Qu'est-ce qui va être constant dans la chute libre? Eh bien, c'est l'accélération. Et cette accélération, comme on va parler d'un mouvement vertical, elle va correspondre à la gravité terrestre. La gravité terrestre, elle est toujours la même. Elle a une valeur de moins 9,8 mètres par seconde carrée. Et le moins, il est vraiment important ici. Il veut dire que les objets sont attirés vers le bas. Donc, objet attiré. Même si c'était un objet que je lançais verticalement vers le haut, il finirait par être attiré vers le bas. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le premier qui est là, c'est lancer une balle vers le haut. Donc, si je lance une balle vers le haut verticalement, la balle, elle va monter et elle va ralentir jusqu'à temps qu'elle atteigne une vitesse de 0 mètre par seconde. Et à ce moment-là, la balle, eh bien, elle va se mettre à redescendre. Donc, c'est la gravité qui va l'attirer vers le bas. Je peux avoir aussi une pomme qui va chuter, par exemple, à partir d'un pommier. Quelqu'un qui va sauter en parachute. Donc, avant l'ouverture du parachute, la personne va être en chute libre. La pluie, la neige qui tombe sans qu'il y ait de vent, mais c'est une chute libre aussi. Donc, les flocons de neige, les gouttes de pluie sont attirées vers le sol. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, eh bien, l'accélération sera toujours de moins 9,8 mètres par seconde carrée, même si un objet monte vers le haut. Pourquoi? Parce que l'accélération, elle est toujours dirigée vers le bas quand on parle d'une chute libre. C'est la gravité terrestre qui va être là. Donc, mon accélération, c'est la gravité. Donc, si la gravité montait vers le haut, terrestre, ben ça ne fonctionnerait pas parce que vous ne pourriez pas rester assis sur votre chaise, on ne pourrait pas marcher sur le plancher. Donc, la gravité nous attire vers le bas et la vitesse à ce moment-là, ben son orientation pourra être contraire à l'accélération ou elle pourra être la même que l'accélération. Mais la valeur de l'accélération dans une chute libre, elle est toujours de moins 9,8 mètres par seconde carré. Alors, si on regarde maintenant au niveau des représentations graphiques, qu'est-ce qui se passe dans une chute libre? Alors, si on regarde tout d'abord la position en fonction du temps, donc on va mettre la position. Je vais mettre delta X, mais vous auriez le droit de mettre delta Y aussi, puisqu'on va être à la verticale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se donner tout d'abord un contexte. Disons que je lance mon crayon vers le haut. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la position? Alors, mon crayon va monter, va atteindre une certaine hauteur et va se mettre à descendre. Il va passer sous l'axe des X, sous le point 0 mètre qui serait ici. Il y a des choses importantes qui se passent dans ce graphique-là. Quand mon objet atteint ici le point le plus haut,
Alors, le point le plus haut, eh bien, sa vitesse, elle devient égale à 0 mètres par seconde. Pourquoi? Tout simplement parce que la gravité fait son travail. Donc, mon crayon va monter dans les airs, il va ralentir, ralentir, ralentir et il va s'arrêter temporairement pour redescendre en suivant la gravité qui l'attire vers le bas. Donc, mon point le plus haut dans une chute libre aura une vitesse de 0 mètre par seconde qui lui est associée. Qu'est-ce que je pourrais connaître d'autre aussi dans un tel graphique? Bien, si je calculais la pente du graphique, alors j'obtiendrais la vitesse moyenne de mon objet. Donc, je pourrais calculer la pente, hein, comme on a vu précédemment, avec 2 points. Et là, je calcule delta Y sur delta X et ça me donnerait une vitesse moyenne. Et delta Y, hein, ça correspond à la position, donc delta X. Et le delta X correspondrait au temps, ici. Hein, donc, pour calculer la pente, delta Y sur delta X, delta Y sur delta X. Donc, ça correspond à la formule qu'on a déjà vue. Qu'est-ce que je pourrais connaître aussi dans ce graphique-là? Bien, je pourrais calculer aussi la vitesse. Oups, excusez-moi. La vitesse instantanée. Comment je ferais? Bien, je calculerais la pente à un point précis. Oups, à un. Tabarouette, j'ai de la misère après-midi. À un point précis. Par exemple, je pourrais calculer ici ma vitesse instantanée. Bien, pour la calculer, bien, je me tracerai une tangente à ce point. Donc, qui est une droite qui touche seulement au point. Et je calculerai la pente de cette tangente. Et là, j'obtiendrai ma vitesse instantanée. Donc, une vitesse moyenne, c'est sur un long intervalle de temps, et une vitesse instantanée, c'est sur un court intervalle de temps. Donc, j'aurai une tangente tracée. Alors, si je continue avec mon exemple de mon crayon qui est lancé vers le haut et que cette fois-ci, je regarde ce qui se passe au niveau de sa vitesse. Donc, dans mon graphique, je mettrai la vitesse sur l'axe des Y et je mettrai le temps sur l'axe des X. Et ce qui va se passer au niveau de la vitesse, eh bien, je vais voir quelque chose comme ceci qui va se passer. Et donc, ma vitesse, elle va diminuer hein, parce que ben, mon objet va ralentir et passer, va se mettre à descendre. Donc, il y a 2 sections dans cette courbe-là. Il y a cette section-ci, pendant que mon objet est en train de monter dans les airs. Et il y a cette section-ci, pendant que mon objet descend vers le bas. Le point de rencontre que je vais avoir à cet endroit-là, ici, hein, si vous vous rappelez, je devrais le mettre d'une autre couleur. Excusez, je vais le mettre comme ça. Si vous vous rappelez, ici, là, c'était mon point le plus haut. Donc, ma vitesse, elle devient 0 à mon point le plus haut. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je le retrouve ici. Alors, si je calculais, qu'est-ce que je peux obtenir comme information avec ce graphique-là? Donc, si je calculais la pente de mon graphique, ici,
qu'est-ce que j'obtiendrais? J'obtiendrais l'accélération. Donc, comme on parle d'une chute libre, bien, mon accélération ici devrait me donner moins 9,8 mètres par seconde carrée si je calculais la pente. Donc, la pente, je vous rappelle que c'est delta Y sur delta X, ce qui va me permettre de retrouver ma formule que A est égal à delta V sur delta T. La pente, c'est delta Y sur delta X, delta Y sur delta X en mathématiques. Qu'est-ce que je pourrais obtenir d'autre en utilisant ce graphique-là? Bien, je pourrais obtenir le déplacement. Donc, qui est le déplacement. Et comment je ferais pour obtenir le déplacement? Bien, je calculerais en calculant, voilà, l'air sous la droite. Alors, si je calcule l'air sous la droite, je vais obtenir mon déplacement. Alors, regardez bien, si je voulais obtenir le déplacement de mon objet pendant ça ici, donc qu'est-ce que j'aurais comme surface? Eh bien, j'aurais un triangle. Donc, l'aire d'un triangle, c'est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, ma base ici, ce serait le temps, multiplié par la hauteur qui serait ma vitesse, divisé par 2. J'obtiens vraiment un déplacement parce que si je fais le traitement de mes unités, si je vous montre, donc j'obtiens ici un déplacement. Et si je vous montre avec les unités, le temps, c'est des secondes, multiplié, alors ce sont des secondes multipliées par des mètres par seconde. Alors, les secondes s'éliminent. Eh bien, il me reste quoi? Il me reste que des mètres. Et les mètres, c'est l'unité pour le déplacement. Donc, dans un graphique de vitesse en fonction du temps, j'obtiens plusieurs infos. La pente me donne l'accélération et l'aire d'une section, donc entre la droite et les axes, va me donner le déplacement de mon objet. J'aurais pu calculer l'aire aussi dans cette section-là, sous la courbe, et ça m'aurait donné, sous l'axe, ça m'aurait donné le même type de résultat. Alors, si on regarde ce qui se passe maintenant au niveau de l'accélération pour une chute libre, donc dans mon graphique, je mettrai l'accélération au niveau de l'axe des Y en mètres par seconde carré et je mettrai le temps en secondes au niveau de l'axe des X. Dans une chute libre, on a dit que l'accélération, elle était égale à la gravité terrestre. Donc, mon accélération, elle va toujours être constante et elle va toujours être de moins 9,8 mètres par seconde carré. De quoi ça a l'air dans un graphique, ça? Bien, ça a l'air tout simplement d'une ligne qui va être sous l'axe des X à une valeur de moins 9,8 mètres par seconde carré et c'est une accélération qui est constante. Donc, on voit que la pente de la droite, elle est constante. Qu'est-ce que je pourrais obtenir comme information dans ce graphique-là? Bien, si je calculais l'aire au-dessus de la droite, bien, je pourrais obtenir
un changement de vitesse, mon delta V. Alors, de quoi ça aurait l'air? Donc, disons que je voudrais connaître ici le changement de vitesse pendant cette section-là. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, mon aire sous la courbe ici, c'est un... Au-dessus de la courbe, pardon, ça va être un rectangle. Donc, l'aire va être égal à la base fois la hauteur. Qu'est-ce que ça me donne? Ma base, c'est du temps. Ma hauteur, c'est de l'accélération. Donc, temps multiplié par accélération, ça va me donner un delta V. Et ça se prouve par les unités de mesure. Donc, mon temps, il va être en secondes, multiplié par de l'accélération qui est en mètres par seconde carré. Si je fais mon traitement d'unité, qu'est-ce qui va me rester? Mes secondes partent. Puis là, j'ai des secondes au carré, ça fait que le carré va partir. Il va me rester des mètres par seconde, qui sont les unités du changement de vitesse. Maintenant, au niveau de l'analyse des formules mathématiques, la chute libre, c'est un MRUA vertical. Donc, chute libre est égale à MRUA vertical. Donc, les formules mathématiques que j'ai déjà vues pour les MRUA s'appliquent aussi aux chutes libres. Les seules choses qu'il faut se rappeler, bien entendu, première chose super importante, A, elle est égale à moins 9,8 mètres par seconde carrée. Donc, n'importe où vous avez A dans votre formule, bien, ça va correspondre à moins 9,8 mètres par seconde carrée. Autre chose aussi, un delta, c'est un changement. Donc, si j'ai un delta T, c'est le temps final moins le temps initial. Si j'ai un delta X, c'est la position finale moins la position initiale. Si j'ai j'en ai pas d'autres, des deltas. J'ai pas de delta V. Ah oui, je pourrais avoir un delta V. Peut-être que vous allez rencontrer ça. Ça sera une vitesse finale moins une vitesse initiale. Donc, n'importe quel delta, ça va être une finale moins une initiale. Qu'est-ce qui est important aussi dans la chute libre de se rappeler, hein, c'est que quand on atteint le point le plus haut, la vitesse est égale à 0. Donc, au point le plus haut, la vitesse est égale à 0 mètres par seconde. Ce qui va toujours vous permettre d'analyser un problème parce que vous allez toujours pouvoir décomposer le mouvement. Soit vous allez connaître une vitesse initiale au départ, puis votre mouvement va finir par s'arrêter en haut, donc vous allez savoir la vitesse finale au point le plus haut. À ce moment-là, ça serait 0. Soit vous allez partir du haut du mouvement, puis vous allez laisser tomber votre objet. À ce moment-là, si vous partez du haut du mouvement, du point le plus haut pour la chute, bien, vous connaissez la vitesse initiale qui sera de 0 mètres par seconde. Donc, ça ici, là, c'est une information à ne pas oublier. Elle est vraiment super importante. Qu'est-ce qui va déterminer quelle formule parmi celles-ci vous allez utiliser? Bien, ça va être les données que vous allez avoir disponibles dans votre problème. Vérifiez ce que vous avez comme données, faites votre liste de données, puis après ça, venez choisir votre formule. Ça peut arriver qu'il y ait plus qu'une formule qui s'applique. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Donc, si on essaie un exemple de calcul ensemble, donc on va avoir dans notre problème ici, à partir du sol, hein, une balle qui va être lancée vers le haut à une vitesse de 25 mètres par seconde. Donc, ma balle va être au sol, elle va monter à une vitesse de 25 mètres par seconde. Elle va ralentir, hein, pour s'arrêter ici complètement en haut,
et finir par redescendre. Donc, qu'est-ce que je connais dans mon problème? Bien, tout d'abord, je connais ma vitesse initiale ici en bas. Hein, elle est de 25 mètres par seconde. Je sais aussi que quand je vais être à mon point le plus haut, ici, je vais être à 0 mètre par seconde pour ma vitesse finale. Parce que la gravité va faire en sorte que ma balle va ralentir. Qu'est-ce que je connais d'autre? Bien, je connais mon accélération, hein, qui est de moins 9,8 mètres par seconde carré. C'est l'accélération gravitationnelle. Maintenant, la question qu'on me pose, on veut savoir à quelle hauteur maximale la balle va se retrouver. Donc, je veux savoir ici, là, mon delta X, il va être rendu à combien de temps? Donc, on va chercher ici, par exemple, notre delta X pour atteindre la hauteur maximale. Donc, si je regarde les formules mathématiques que j'avais tout à l'heure, bien, je connais quoi? Je connais VI, je connais VF, je connais A et je cherche delta X. J'ai aucune indication de temps, donc toutes les formules qui contiennent du temps sont à éliminer, ce qui m'en élimine 3 sur 4. Il m'en reste une. Il me reste VF au carré est égal à VI au carré plus 2A delta X. Qu'est-ce que je fais? Je substitue à l'intérieur. VF est 0, donc 0 au carré est égal à 25 au carré, plus 2 fois moins 9,8 multiplié par delta X. Qu'est-ce que je fais rendu ici? Bien, je vais isoler ma variable qui manque. Donc, 0 est égal à 625 moins 19,6 delta X. Qu'est-ce que je vais faire? Moins 625 est égal à moins 19,6 delta X. Je vais diviser par 19, moins 19,6 des deux côtés. Et je vais trouver que mon delta X sera de 31,9 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma balle va monter jusqu'à 31,9 mètres dans les airs. Si je respectais les chiffres significatifs, ben, on dirait qu'on est à 32 mètres. Prochaine question, c'est combien de temps la montée dure-t-elle? Donc, ça m'a pris combien de temps pour me rendre jusqu'à mon point le plus haut? Qu'est-ce que je connais comme données? Mais je connais ma vitesse initiale, je connais ma vitesse finale et je connais mon accélération. Donc, si je regarde dans mes formules, on va chercher ici un delta T. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser celle-ci. VF est égal à VI plus A delta T. Alors, je vais substituer à l'intérieur. VF, c'est ma vitesse finale, c'est 0. Hein, c'est quand je suis en haut de montée. Est égal à VI, qui est à 25 mètres par seconde, plus mon accélération, qui est de moins 9,8 mètres par seconde carré. Oui, même si ça monte, l'accélération, elle est négative et on traîne le signe, multiplié par delta T. Donc, je vais isoler ma variable. Donc, je vais soustraire 25 des deux côtés. Donc, je me retrouve avec moins 25 est égal à moins 9,8 delta T. Je vais diviser par moins 9,8 des deux côtés. Et je vais me retrouver avec un temps de 2,6 secondes. Donc, pour monter, ça m'a pris 2,6 secondes. La gravité va faire son œuvre aussi en descendant. Donc, si on me demande combien de temps la balle reste-t-elle dans les airs avant de retomber, êtes-vous d'accord que si elle a pris 2,6 secondes pour monter, elle va prendre 2,6 secondes pour redescendre? Donc, à ma dernière question, le temps dans les airs, donc mon delta T total, il va être égal à quoi? Il va être égal au delta T pour monter, multiplié par 2, parce que pour redescendre, ça va prendre le même temps. Donc, mon delta T total
Donc, le temps que ça prend pour rester dans les airs, il va être égal à 2,6 multiplié par 2, ce qui va me donner un 5,2 secondes. Je me suis trompée. Voilà. Et on a vu avec cet exemple plusieurs types de calculs. Qu'est-ce qui est important de retenir? C'est que quand un objet monte vers les airs, dans les airs vers le haut, il va s'arrêter à son point le plus haut. La gravité va le ralentir parce qu'elle le tire vers le bas. Donc, la vitesse au point le plus haut sera de 0. Et de connaître cette vitesse au point le plus haut me permet d'analyser le mouvement en deux parties. Je peux soit analyser la montée, comme on a fait ici, mais j'aurais pu aussi analyser la descente. Donc, dans certains problèmes, vous aurez à analyser la descente. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'aller dans vos notes de cours et de compléter les deux petites questions que je vous pose dans la section en pratique pour la chute libre.